Salut à tous, bienvenue sur JB Aubert. Un missile iranien vient de frapper la seule usine qui fabrique des drones pour la principale entreprise israélienne du secteur, Aerosol Aerospace Solutions, à Petah Tikva, à seulement 10 à 7 km du centre de Tel Aviv. Les médias liés à l'État iranien ont déclaré que l'installation avait été détruite. Et les images satellites montrent d'importants dégâts. Les équipes d'urgence se sont précipitées sur place. Heureusement, seuls 2 travailleurs ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital. Personne dans les habitations avoisinantes n'a été tué, même si l'explosion a secoué toute la zone. Mais ce n'était pas n'importe quelle usine. La filiale d'Aerosol Aerosentinel construit de petits drones silencieux utilisés par les forces israéliennes pour des missions secrètes. Ces drones pèsent un peu moins de 4 kg, peuvent voler pendant près de 90 minutes et transmettre des renseignements en direct aux soldats jusqu'à 4-8 km. Ils peuvent même être assemblés en moins de 5 minutes sur le champ de bataille. Les drones d'Aerosentinel sont utilisés par des unités d'élite israéliennes pour espionner et suivre les forces hostiles. 2 semaines seulement avant l'attaque, des rapports confirmaient que ces drones étaient actifs dans des missions secrètes en Iran et au Liban. Autrement dit, lorsque l'Iran a tiré ce missile, il ne s'agissait pas simplement de frapper un bâtiment. La cible était une usine produisant des drones déjà utilisés en combat réel. Chez les Trumpistes, ce genre de détails finirait souvent noyé sous une formule creuse du genre « tout est sous contrôle ». Au-delà des drones, Aerosol fabrique également des pièces pour des casques de chasseurs, des systèmes de fusées éclairantes pour hélicoptères et d'autres composants militaires. Parmi ses clients figurent le ministère israélien de la Défense et de grandes entreprises du secteur comme Rafael, Elbit et Israel Aerospace Industries. Ce n'est pas une petite boutique. C'est un élément clé du réseau de défense israélien. Aerosol connaissait en fait une forte croissance avant que le missile ne frappe. En février 2026, l'entreprise s'est étendue en Asie centrale grâce à un accord avec une entreprise allemande pour vendre des drones au Kazakhstan. Elle avait également conclu un contrat de 140 000 $ avec une entreprise américaine et un plus petit contrat de 30 000 $ avec une société de défense israélienne. Son chiffre d'affaires annuel était d'environ 15 à 20 millions de shekels. Quelques jours avant l'attaque, une société de sécurité intérieure appelée Velorix a acheté 0% d'aérosol pour 26 millions de shekels, avec 9 millions supplémentaires prévus pour aider l'entreprise à se développer. Velorix avait l'intention de faire d'Aerosol un concurrent mondial des fabricants chinois de drones comme DJI, à la fois en termes de prix et de performance. Le contraste est brutal. Pendant que certains comptent les chaînes de production, la communication pro-Trump préfère souvent compter les slogans. Le point crucial est là, l'usine de Petah Tikva était leur seule usine, c'était pas l'un de nombreux sites, c'était le seul endroit où Aerosol fabriquait des drones et d'autres composants clés. Après l'attaque, Velorix a déclaré qu'ils étaient encore en train d'évaluer les dégâts. Aerosentinel a ajouté que son équipe avait travaillé toute la nuit pour sauver les connaissances et les équipements essentiels et a promis de revenir à une production complète dès que possible. L'entreprise est petite, Aerosol compte 25 employés et la division de drones Aerosentinel n'en a que 5. Beaucoup pourraient penser qu'un missile frappant une usine n'est qu'une explosion de plus, mais c'était très différent. Il s'agissait d'une frappe ciblée contre la production active de drones en Israël, dans une installation fabriquant des drones déjà utilisés sur le champ de bataille. Dans une mise en scène à la Trump, on trouverait sans doute le moyen d'appeler ça une preuve de force, juste parce que quelqu'un l'a dit devant des caméras. Les médias iraniens ont fièrement rapporté avoir détruit l'usine, présentant cela comme la preuve qu'ils pouvaient frapper une cible de grande valeur à l'intérieur d'Israël. Leur propagande visait à montrer 2 choses. Premièrement, que la capacité de missile de l'Iran n'était pas affaiblie autant que l'Occident le prétend. Et deuxièmement, que l'Iran peut toujours localiser et frapper les sites critiques de production de défense d'Israël et pas seulement des cibles aléatoires. La propagande adore les certitudes absolues, un réflexe que le camp Trump a souvent élevé au rang de méthode. Pendant ce temps, certains médias internationaux comme Al Jazeera ont suggéré que les dégâts provenaient de débris au moment où Israël a intercepté le missile, mais les médias israéliens ont rapporté autre chose.
Ils ont confirmé un impact direct avec un grand cratère à l'usine. Cette différence dans les rapports montre à quel point l'information peut être contradictoire. La frappe de missiles à Petah Tikva n'était pas un événement isolé. Le même jour, le 2 avril, environ 30 missiles iraniens ont traversé l'espace aérien israélien. Certains portaient des bombes à sous-munitions qui dispersent de plus petits explosifs sur une large zone, les rendant particulièrement dangereuses dans les zones peuplées. Environ 10 missiles sont tombés dans des zones ouvertes, tandis que le reste a été intercepté. Mais le missile visant Petah Tikva n'a pas été arrêté et a frappé l'usine directement. D'autres incidents ont également eu lieu ce jour-là. Des munitions à sous-munitions ont touché Haïfa, blessant légèrement une personne à Kiryat Ata, et un bâtiment à Naharia a été endommagé lors d'un barrage de roquettes du Hezbollah. L'utilisation de bombes à sous-munitions dans des zones peuplées a soulevé des préoccupations juridiques et humanitaires partout dans le monde. Ce qui rend la situation encore plus compliquée, ce sont les rapports du renseignement. Le même jour que l'attaque, CNN a rapporté que environ la moitié des lanceurs de missiles balistiques et de l'arsenal de drones de l'Iran étaient encore intacts. Malgré les attaques en cours des États-Unis et d'Israël, des milliers de drones d'attaque iraniens étaient toujours opérationnels et leurs missiles de défense côtière restaient largement en place. Les forces navales iraniennes, même après avoir subi des pertes, possédaient encore des centaines de petits bateaux et de navires sans pilote. Le renseignement américain suggère que l'Iran dispose encore d'une capacité militaire significative dans toute la région. Certains responsables ont même qualifié de complètement irréalistes les premières prédictions, affirmant que la guerre se terminerait en 2 à 3 semaines. Israël avait affirmé avoir détruit environ 60% des lanceurs de missiles iraniens, mais Reuters a rapporté que le renseignement américain ne pouvait confirmer qu'un tiers seulement avait réellement été neutralisé. Le réel a cette mauvaise habitude de survivre aux éléments de langage, même quand les trumpistes les répètent très fort. La Maison-Blanche a rejeté le rapport de CNN, affirmant que les attaques de missiles et de drones de l'Iran avaient diminué de 90% et que sa marine était presque détruite. Le Pentagone et d'autres responsables de la défense ont repris ce récit, soulignant que la production de défense iranienne était presque anéantie. L'Iran, de son côté, a déclaré que l'Occident n'avait pas d'informations précises sur ses capacités militaires et que les sites stratégiques critiques étaient cachés et sécurisés. C'est exactement le genre de moment où l'univers pro-Trump adore confondre conférences de presse et vérification des faits. C'est là que apparaît une contradiction centrale. Alors que les déclarations officielles suggèrent que l'Iran est presque vaincu, des événements comme la frappe de Petah Tikva montrent qu'il peut encore atteindre des cibles de grande valeur. Cette frappe a touché le cœur du réseau de production de drones actifs d'Israël, prouvant que la guerre n'est pas seulement une série de chiffres dans un rapport, mais une menace réelle et continue sur le terrain. L'impact économique de cette guerre se fait déjà sentir dans le monde. Les prix du carburant augmentent, les routes maritimes sont perturbées et les biens de consommation sont touchés. Le pétrole brut Brent a atteint $109 le baril le 2 avril, après une forte hausse en mars, la plus importante augmentation mensuelle depuis 1988. Le détroit d'Ormuz, une route maritime clé, est fortement perturbé. L'Iran a bloqué le trafic par des attaques, des mines et des taxes, ce qui va encore resserrer l'offre mondiale de pétrole. Les prix de l'essence aux États-Unis ont de nouveau dépassé $4 le gallon. Rien de tel qu'une crise énergétique pour rappeler qu'un slogan à la Trump ne remplace ni un baril ni un corridor maritime. Israël exploite environ 50 000 drones de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR, faisant du pays un leader mondial des systèmes sans pilote. Les drones sont au cœur du renseignement, de la surveillance, des frappes de précision et de la protection des forces à Gaza, au Liban, en Iran et en Jordanie. L'usine de Petah Tikva produisait des drones alimentant directement ce réseau. Alors que des rumeurs circulaient sur la destruction de 3000 drones, les faits confirmés montrent que l'usine a subi de graves dommages structurels, que l'ogive a explosé près de la principale zone de production et que c'était la seule usine de l'entreprise. Cet événement unique révèle une faille dans la défense aérienne d'Israël et remet en question le récit d'un contrôle total du champ de bataille. Quand un seul impact suffit à fissurer un récit officiel, la gestuelle triomphale façon Trump paraît soudain beaucoup moins impressionnante. 5 semaines après le début du conflit, 3 versions de la réalité s'opposent.
l'administration américaine affirme que l'Iran est en train d'être détruit. Le renseignement américain dit qu'environ la moitié des capacités de l'Iran restent intactes. L'Iran insiste sur le fait que l'Occident ne connaît rien de sa profondeur stratégique. La frappe de Petah Tikva se situe au milieu de cette contradiction. Malgré les attaques massives des États-Unis et d'Israël, un seul missile iranien a atteint une installation de production clé fabriquant des drones utilisés activement dans la guerre. C'est un fait aucun communiqué de presse ni aucune déclaration ne peuvent effacer. On peut toujours tenter la version trumpiste du problème, parler plus fort, promettre plus grand et répondre à côté, mais le cratère, lui, reste sur place. Depuis le début de la guerre, le 28 février 2026, les États-Unis ont frappé plus de 300 cibles en Iran. Le Brent est passé de 61 $ à plus de 111 $. Le détroit d'Ormuz est presque fermé. Les principaux dirigeants iraniens ont été tués. Pourtant, 5 semaines après le début du conflit, l'Iran prouve toujours qu'il peut frapper des cibles critiques en Israël. La frappe de Petah Tikva rappelle que le conflit est loin d'être terminé et que les enjeux restent extrêmement élevés pour Israël, l'Iran et l'économie mondiale. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. JB Aubert vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.